Salut, on se présente. Nous sommes des élèves de seconde générale et technologique du lycée Camille Claudel de Fourmi. Bienvenue dans notre épisode de la série de podcasts dédiée à la découverte du monde professionnel par le prisme des valeurs. L'épisode d'aujourd'hui porte sur les métiers liés au droit et à la justice. Tu te demandes peut-être comment résoudre une enquête judiciaire. Tu souhaites comprendre le déroulement d'une audience dans un tribunal. Tu aimerais connaître les différents métiers liés au droit. Tu t'interroges sur l'intérêt des valeurs associées à ce métier. Peut-être même que tu ne sais pas quoi faire plus tard. Si tu réponds oui à l'une de ces questions, tu es au bon endroit. Et si tu as vu le titre de l'épisode et que tu t'es juste montré curieux, tu es la bienvenue également. Tu vas découvrir ce que peut t'apporter une carrière dans une profession liée au droit et à la justice. Pour nous accompagner, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux professionnels du secteur. Tout d'abord, Monsieur Dumaine, procureur de la République française au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. Peut-être pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Je m'appelle Laurent Dumaine, je suis procureur de la République au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Ça veut dire que je suis magistrat et que mon travail, c'est de conduire les enquêtes que font les policiers et les gendarmes quand une infraction a été commise. Et si une infraction a été commise et qu'un auteur a été identifié, mon travail, c'est de poursuivre les gens devant la juridiction compétente pour les faire juger, soit par le tribunal correctionnel, soit par la cour d'assises. Merci Monsieur Dumaine. Notre seconde invitée est Madame Messaoudi, responsable juridique à l'Art Smith. Nous vous laissons également vous présenter. Donc, je suis Madame Samira Messaoudi, je suis responsable juridique dans un service de prévention et de santé au travail, donc globalement de la médecine du travail, dans le département de la Somme. Merci d'être avec nous. Avant de revenir vers nos invités, nous allons présenter brièvement le secteur droit et justice, ses métiers ainsi que les différentes poursuites d'études post-baccalauréat. Effectivement, il nous paraît nécessaire de commencer par aborder de façon générale les différents métiers du droit et de la justice. Alors, c'est vrai, quand on pense droit et justice, on imagine tout de suite la robe noire de l'avocat ou le marteau du juge. Mais en réalité, c'est un univers bien plus vaste que ça. Le droit, c'est le ciment de notre société. Il est partout, de ton contrat de téléphone jusqu'à la protection de l'environnement. Notre vie est entourée par le droit. Exactement. Si tu es en seconde GT, tu te demandes sans doute quel bac ou quelle spécialité choisir pour travailler dans ce secteur. Si tu as un bac général, on conseille souvent le trio AGGSP pour la culture politique, SES pour comprendre la société et HLP pour les qualités de l'argumentation. Dans ces trois spécialités, tu apprendras notamment à analyser des textes, ce qui est une compétence importante quand on s'intéresse au droit. D'autres spécialités peuvent être intéressantes comme anglais monde contemporain ou langue, littérature, culture étrangère en anglais, si tu souhaites travailler à l'étranger par exemple. Il n'y a pas un parcours type, mais il est vrai que certaines voies sont plus royales que d'autres pour étudier le droit après le bac. La filière technologique peut aussi être pertinente selon le métier envisagé. Le bac STMG permet de s'orienter vers des BTS ou des BUT carrière juridique, ce qui est idéal si vous voulez des études plus concrètes dès le départ. C'est un point important, il n'y a pas qu'une seule voie. Pour les études courtes, bac plus 2 ou plus 3, vous avez le BTS collaborateur juriste notarial pour travailler en études de notaire, ou le BUT pour devenir assistant juridique ou greffier. Pour les longues études, bac plus 5 et plus, c'est la voie royale de la licence de droit puis du master. C'est indispensable pour devenir avocat, notaire ou magistrat. Aujourd'hui, nous allons pouvoir nous intéresser à deux professions très différentes mais qui restent liées au droit et à la justice. Le métier du procureur de la République et de responsable juridique. Monsieur Dumaine, Madame Messaoudi, nous avons différentes questions à vous poser. Quelle est la journée type dans votre profession ? Ça, c'est la question à laquelle je préfère répondre de toutes les questions qui me sont posées. Parce que moi, j'ai pas de journée type. Mon travail, il dépend de ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est pour ça que, jour et nuit, je peux être appelé à n'importe quel moment. Parce que, en fait, on n'a pas encore trouvé le moyen de dire aux gens qu'ils avaient le droit de battre leur femme, de tuer ou de violer quelqu'un, seulement pendant les heures de bureau. Donc, je travaille jour et nuit. Et je peux être appelé à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, toute l'année. Je ne travaille pas tout seul, j'ai une équipe avec moi, mais chez nous, le téléphone sonne tout le temps et on dirige les enquêtes tout le temps. Même en ce moment, vous ne le savez pas, mais je suis en train de diriger une enquête. Plusieurs d'ailleurs. Alors, j'ai pas, moi, nécessairement de journée type parce que mon activité de juriste est très dépendante des problématiques qu'on peut rencontrer au travail. Si je devais un peu caricaturer, le matin, j'arrive, je lis, si vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le journal officiel. Alors, ça n'est pas un magazine, hein. Ce sont les publications gouvernementales sur tout ce qui est loi et réglementation.
Et ensuite, la journée se déroule en fonction des stratégies de la structure et puis des éventuels dossiers de contentieux qu'on pourrait avoir avec nos équipes de médecins et d'infirmiers. Sur un gros sujet qui est la santé mentale au travail. Donc, soit c'est moi qui les forme ou je participe à des réunions avec eux pour les maintenir à niveau, soit eux me sollicitent quand ils ont une problématique à gérer en lien avec la santé du salarié au travail. Je donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a des produits chimiques dangereux. Peut-être que vous avez entendu parler, ou pas du tout, des PFAS. Est-ce que ça vous parle ? C'est des produits chimiques dangereux. Donc, il y a des employeurs, vos parents, les gens de vos familles, qui travaillent potentiellement avec des produits chimiques dangereux. Ce qui est dangereux ce travail avec des produits chimiques, c'est le fait que quand on travaille très longtemps en étant exposé à des produits chimiques, on peut développer des maladies, principalement des cancers. Donc nous, nos médecins du travail, ce qu'ils font avec leurs équipes, les infirmiers, tout ça, c'est qu'ils vont aller voir les employeurs pour leur donner des conseils pour limiter l'exposition à ces produits chimiques. Donc nous, on est habilité à contrôler les niveaux de produits chimiques. Mais malheureusement, lorsqu'un salarié va quand même développer une pathologie, il va plus pouvoir travailler. Ou alors il va devoir travailler de façon aménagée. Et c'est là où nos médecins du travail interviennent. Ils vont aller dans les entreprises pour adapter les horaires de travail, les postes de travail, pour que les salariés puissent rester en poste le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un premier exemple. Et un autre exemple, on a ensuite beaucoup de chauffeurs poids lourds. Malheureusement, parfois, il y a des accidents de la circulation qui font qu'un chauffeur, par exemple, il pourra plus conduire parce qu'il aura eu une fracture au niveau des hanches, il ne pourra pas rester assis suffisamment longtemps, enfin, en tout cas pour travailler. Et nous, nos médecins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de trouver des solutions, soit pour adapter le camion, soit pour trouver un autre travail, aider l'employeur pour trouver un autre travail pour le salarié. Avez-vous toujours voulu faire votre métier ? Comment cela vous est-il venu ? J'étais dans un lycée de campagne et j'étais pas un très bon élève. Surtout, j'essayais de faire en sorte qu'on m'interroge jamais et de passer complètement inaperçu. J'étais pas un trop mauvais élève, j'étais un peu fainéant, je savais pas vraiment lire, ou pour être précis, je ne comprenais pas vraiment ce que je lisais tant que j'étais pas arrivé en classe de 3e, seconde. Mais en fait, je suis un mec très très curieux. Et du coup, quand j'ai eu mon bac, général, j'ai tiré à pile ou face pour savoir dans quelle université je m'inscrivais. J'ai tiré à pile ou face entre psycho, sociologie, sciences politiques, je savais pas trop. Par contre, je savais que je voulais m'intéresser aux bonhommes, aux gens. C'est tombé sur droit, j'ai fait des études de droit, et en fait, j'étais à la fac de droit comme au lycée, plutôt au fond de la classe. C'est sympa la fac. Parce qu'en fait, on fait la fête, il n'y a pas trop de cours, les gens sont sympas, et ce qu'on nous apprend, c'est plutôt intéressant. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse ou pas le droit, mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça me donnait une grille de lecture de la vie en société. Ça me renvoyait à plein de choses, les règles de droit que j'apprenais, me renvoyaient à plein de choses que j'avais jamais imaginées dans la vie en société. Mais même des règles de droit bizarres, sur le mariage, la taille des sardines qu'on a le droit de pêcher dans l'Atlantique Nord, enfin bref, des trucs complètement dont on se dit que ça ne nous servira jamais. Mais quand on est curieux, on se nourrit de tout. Du coup, j'ai fait des études un peu longues. Pour être précis, j'ai fait 5 années d'études et après, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un doctorat. J'ai donc écrit une thèse, un gros bouquin, pour réfléchir sur un sujet en particulier, pour essayer de faire avancer la science. Le sujet, c'était la responsabilité du fait d'un enfant mineur. Quand un enfant fait une bêtise, qui paye ? 5 ans et demi. Pour répondre à la question, je suis devenu docteur en droit et du coup, j'avais vocation à devenir enseignant en droit, plutôt à l'université. Sauf qu'en fait, ça faisait des années, quand on est enseignant et chercheur à l'université, on critique aussi les décisions qui sont rendues par les juges. Jamais de ma vie, en 10 ans d'études, j'avais mis les pieds dans un tribunal. Ici, c'est quand même bête. On peut pas écrire des articles dans les revues spécialisées de droit pour critiquer les décisions des juges sans savoir comment on rend la justice. Alors, j'ai fait, vous avez des assistants d'éducation, ça existe aussi au ministère de la Justice, ça s'appelle les assistants de justice. J'ai fait assistant de justice pour aller donner un petit coup de main dans un tribunal, parce que j'enseignais le droit à l'époque, en me disant, quand j'aurai vu comment ça marche dans un tribunal, ce sera utile pour mes étudiants. Et donc j'ai fait assistant d'éducation pour me dire, je vais revenir à l'université, continuer à enseigner le droit, et puis ce sera plus intéressant pour mes étudiants d'expliquer pourquoi parfois les décisions de justice qui sont rendues paraissent pas tout à fait conformes à la logique juridique telle qu'elle est prévue par les gens qui fabriquent la loi. Sauf qu'en fait, une fois que je suis rentré dans un tribunal, je me suis rendu compte que le droit, comme instrument pour moi de recherche, de réflexion, très universitaire, et puis surtout, c'est là que j'ai commencé à avoir des meurtres, voir des assassinats, voir des enfants morts, voir des trucs horribles. Et comme je suis curieux et un peu voyeur, et que j'avais besoin de comprendre pourquoi ces choses-là arrivaient dans la société, du coup, je suis devenu magistrat. Pour être précis, j'ai fait un dossier
pour savoir si dans la magistrature, on pouvait vouloir de quelqu'un comme moi, qui était un chercheur en droit au départ. Et on m'a dit oui. Et donc c'est comme ça que je suis devenu magistrat, c'est complètement par hasard. Mais vraiment complètement par hasard. Par curiosité, par intérêt pour ce que je voyais bien sûr, mais surtout par curiosité, et pas du tout par compétence. Alors que je répète, j'étais pas un très bon élève, j'étais plutôt un élève moyen, mais curieux, et puis qui aimait les radiateurs et les fenêtres. Et donc voilà comment je suis devenu magistrat. Alors après, quand je suis allé à l'École nationale de la magistrature, c'est une école qui fabrique les juges et les procureurs de la République, les substituts du procureur. Il y a eu encore 3 ans de formation, 4 ans, parce que moi j'avais besoin d'un an de plus que les autres. Donc en fait, du coup, ça veut dire que j'ai fait 14 ans d'études, après le bac, avant de devenir vraiment magistrat. Donc ça paraît long, moi ça m'a paru très très court, enfin pas très court, mais voilà, juste normal, parce que à chaque fois, j'ai choisi de faire quelque chose qui m'intéressait. Et tout ce que j'ai fait depuis, c'est hyper intéressant. Moi, je m'ennuie jamais dans mon travail. Je sais jamais ce que va être ma journée de travail. Mais franchement, si vous voulez venir en stage avec moi, je suis sûr que vous vous ennuierez pas en venant en stage avec moi. Parce que moi, je vois que des trucs extraordinaires tout le temps, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Non, quand j'étais ado, je souhaitais être journaliste. J'ai changé de voie, j'ai une certaine appétence. Moi, j'aime bien le conseiller les gens, aider les gens. Donc, j'ai fait à peu près à votre âge quelques stages de découverte, rencontrer des professionnels. Et finalement, je me suis orientée vers les métiers du droit. Donc, il y en a beaucoup des métiers du droit. Donc, je me suis surtout focalisée sur des métiers juridiques à partir de deuxième année de fac, deuxième à troisième année de fac. Avant, je savais que je voulais faire du droit au niveau du lycée, mais pas au niveau du collège ou autre. Je dirais pas que c'est compliqué, par contre, ça nécessite, comme beaucoup de métiers techniques, une grosse discipline, parce que en fac de droit, en tout cas celle où j'étais, qui est à Lille, à Lille 2, on a des horaires de cours très très chargés et beaucoup plus de travail que ce que je pouvais avoir au lycée. Quand je parlais de discipline, c'est que la différence entre le lycée et la fac, c'est qu'au lycée, vous êtes encadré, vos profs sont là derrière vous, ils vous suivent, ils vérifient que vous faites vos devoirs. À la fac, vous êtes en totale autonomie, c'est-à-dire que si vous décidez de ne pas travailler, personne ne va vous pousser à travailler. Et à mon époque, on devait être 1500 étudiants en première année de droit et on tombait à peu près à 600 étudiants en deuxième année, puisqu'il y avait un gros décrochage. Donc c'est beaucoup de discipline. Quelle partie de votre métier vous plaît-il le plus? Moi, tous les jours, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que tous les jours, j'apprends des choses nouvelles. Et parfois pas en droit. La partie de mon métier qui me plaît le plus, c'est de pouvoir être un conseil auprès de médecins, d'infirmiers, d'employeurs, de salariés, pour les accompagner au mieux et pour éviter, parce que c'est ça le métier de juriste en entreprise, d'éviter que des situations ne se dégradent et qu'on en arrive à des contentieux ou des procès. Donc en essayant de limiter au maximum les risques de contentieux. Donc ce qui m'intéresse beaucoup dans mon métier, c'est l'expertise et le conseil auprès des gens que j'accompagne. Quelles sont les qualités requises pour réaliser votre métier? Je pense qu'il faut s'intéresser aux autres, être curieux, connaître le droit. Et il faut aussi avoir un peu l'esprit ouvert. Parce que dans la vie, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément imaginées et qui arrivent aux gens. Donc du coup, il faut être capable de comprendre des choses qui ne sont pas forcément celles qu'on vit nous et qui nous dépassent. La curiosité, c'est aussi très important. Quand moi je fais du droit, quand moi je mets en œuvre le droit pénal, je vais avoir besoin de psychiatres, de psychologues, de médecins légistes. Il faut que je comprenne quelque chose aux analyses ADN, donc des trucs très scientifiques en fait. Bon, le psychologue, c'est une science qu'on dit inexacte, et puis les analyses ADN, c'est une science qu'on dit exacte. Donc finalement, moi au départ, je fais que du droit, et finalement, je vais faire plein de trucs très très différents pour rendre mieux la justice. Il va falloir aussi que je m'intéresse au fonctionnement des familles, aux gens, tout simplement. Parfois à des maladies extrêmement rares, que je connais pas du tout, mais qui peuvent affecter les auteurs ou les victimes. Donc ça nécessite sans doute beaucoup de curiosité et beaucoup de connaissances qui sont très 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 différentes. Ça nécessite également un intérêt pour son métier, puisque faut se maintenir. En tant que juriste, il faut toujours maintenir ses compétences à jour. Quand je vous disais tout à l'heure que le matin, j'arrive et je lis les publications juridiques, on a des mises à jour permanentes. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Donc il faut vraiment avoir cette appétence pour la technicité du droit, mais également pour être un bon juriste, en tout cas dans ma spécialité, il faut également avoir une bonne notion d'écoute.
d'écoute et de qualification. Donc, il faut réussir à bien écouter les gens pour bien comprendre la problématique. On est sur des métiers techniques, ce qui fait que ce que nous expliquent les gens ne correspond pas toujours à la réalité du droit. Par exemple, dans ma fonction, j'ai souvent des salariés, parce que j'accompagne également des salariés classiques des entreprises, j'ai souvent des salariés qui me disent qu'ils sont harcelés. La notion d'harcèlement, c'est une qualification juridique. Donc, c'est important d'écouter la personne, de recueillir ce qu'elle indique. Et très souvent, on ne sera pas sur une qualification juridique de harcèlement. Donc, c'est aussi important d'écouter les gens et de vulgariser en leur expliquant pourquoi la situation qu'ils vivent, même si elle est compliquée, elle ne correspond pas à une notion de harcèlement. Donc, cette notion d'écoute et de vulgarisation est hyper importante en juriste, en tout cas en juriste en entreprise. Y a-t-il un impact sur la vie personnelle? Oui, d'abord parce que il y a beaucoup de gens qui commettent des infractions et donc que je suis obligé de travailler beaucoup. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça n'exclut pas la nuit. Donc moi, il y a des semaines où mon téléphone, il va sonner jour et nuit, du lundi jusqu'au vendredi, y compris la nuit. Donc forcément, quand mon téléphone sonne et que je suis en train de dormir chez moi, bah ça réveille tout le monde. Donc forcément, ça impacte beaucoup ma vie personnelle. Et puis, ma vie professionnelle, c'est aussi d'être confronté à des choses horribles tout le temps. Des meurtres, des viols, des assassinats, bah c'est sûr que ça me touche, forcément. J'ai de la chance d'avoir un métier que j'ai choisi. Du coup, il a nécessairement un impact sur ma vie personnelle qui est limité, hein, puisque comme beaucoup de métiers, notamment dans le secteur juridique, on a parfois un peu de mal à raccrocher en fin de journée et on rentre souvent à la maison avec des dossiers en tête. Donc oui, ça a un impact, mais que j'estime, moi, pas être pathologique sans vouloir entrer dans des considérations techniques. Voyez-vous un impact de l'IA dans votre profession? Non. Évidemment, c'est plus facile de remplacer un procureur ou un juge par un ordinateur qu'un plombier. Quand il y a une fuite, réparer une fuite, bah, c'est forcément avec des outils et ça ne peut pas être fait avec un ordinateur. Par contre, je pense que la justice ne peut pas être déconnectée des gens pour qui elle est rendue. Et apprécier une situation humaine, imaginer à qui on a affaire, réfléchir à qui on a affaire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas confier à un ordinateur. Un ordinateur ne peut pas apprécier dans ses qualités et dans ses défauts les gens qu'il a à juger. L'intérêt de mon métier, c'est aussi de rendre la justice humaine. Je la rends pas dans l'absolu, je la rends pour des gens, dans des situations qui sont déterminées, mais pour des vrais gens. Et les décisions que je prends, je dois pouvoir mesurer l'impact qu'elles vont avoir sur la vie des gens. Je pense pas qu'on puisse digitaliser toute la vie des gens, et je pense pas qu'on puisse confier à un ordinateur d'avoir à analyser toute la vie des gens, même s'il y a plein de données dans les ordinateurs qui permettent de mieux comprendre les gens. Mais du coup, je pense qu'on aura toujours besoin d'une dimension humaine pour rendre la justice. Et je ne crois pas que ça puisse être confié à une IA, même si c'est une IA très intelligente et qui progresse beaucoup. Donc on a cette espèce de crainte, on verra ce que donnera l'avenir, hein, qu'on se dit qu'à un moment donné, les métiers intellectuels, comme le mien, pourraient être remplacés par de l'IA. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre chez nos médecins. Santé et IA, depuis 1 an et demi, là, on a beaucoup d'outils où on se demande si ça risque pas à un moment donné de remplacer les médecins. Donc oui, il y a un impact. Même moi, je m'en sers et puis je le vois aussi parce que quand on a des gens qui sont pas contents du travail qu'on fait, on reçoit des courriers. Moi, j'ai l'habitude de traiter les courriers d'entreprises ou de salariés qui nous disent « je vais vous poursuivre en justice parce que ceci, parce que cela ». Ça fait partie de mon travail. Ces 6 derniers mois, je vois bien l'impact de ChatGPT sur la qualité des courriers que je reçois. L'IA, ça a un grand intérêt en droit parce que ça permet, à mon sens, de permettre à la population générale de comprendre mieux le droit en France. Le droit, c'est hyper compliqué. Hein. C'est hyper compliqué pour un salarié tout seul, ou même pour vous, hein, de comprendre si une situation que vous vivez est vraiment sanctionnable, si elle est vraiment légale ou illégale. L'IA vous permet désormais d'avoir accès de façon vulgarisée au droit et, par exemple, de générer un courrier pour une entreprise, même une grosse entreprise, qui portera matière. Ça a complexifié mon travail, ça l'a rendu plus intéressant puisque maintenant, avant j'avais des courriers qui n'étaient pas très bien construits juridiquement. Là, j'ai des courriers qui sont quand même bien bâtis en droit et qui me demandent d'argumenter beaucoup plus. Donc oui, ça a un impact que je sens déjà aujourd'hui. Que diriez-vous à un élève au lycée qui est attiré par les métiers du droit mais qui ne sait pas vers quel métier s'orienter? Il n'y a pas de métier du droit qui ne soit pas intéressant.
Il n'y en a aucun qui soit aussi intéressant que procureur de la République, évidemment, vous avez compris. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, par rapport à ma propre histoire, on peut être un peu mauvais élève et y arriver quand même. Il n'y a que 164 procureurs en France. J'ai la chance d'être un de ces procureurs-là. Moi, je trouve que mon métier, il est génial et passionnant. Donc déjà, faut faire magistrat. Mais si vous voulez pas faire magistrat, c'est pas grave. Avocat, c'est hyper intéressant. Commissaire de justice, c'est hyper intéressant. Notaire, c'est hyper intéressant. Parce que à chaque fois, ce qui compte, c'est les gens. Et je répète, le droit, c'est un instrument pour régler les problèmes que rencontrent les gens dans leur vraie vie. Donc en fait, quel que soit le rôle qu'on a quand on est dans le judiciaire, mais commissaire de police, lieutenant dans la gendarmerie, enquêteur, etc., de toute façon, notre travail, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est de régler les problèmes pour les gens et donc de faire en sorte que dans leur vie à eux après, ça aille un peu mieux. Il faut intégrer les facultés de droit, essayer de tenir sur les 2 premières années. Parce que du coup, sur les 2 premières années, vous allez avoir plein de matières différentes, plein de spécialités différentes en droit. Et vous allez pouvoir savoir, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, savoir à partir de la fin de 2e année, voire début de 3e année, sur quelle spécialité vous souhaitez vous orienter. Et si vous n'êtes absolument pas intéressé par le droit, dès le premier semestre de la première année, vous risquez de le comprendre aussi rapidement. Pour terminer, une petite question individuelle. Monsieur Dumaine, diriez-vous qu'il est difficile d'être neutre? Bien sûr, comme tout le monde, j'ai des convictions et puis j'ai aussi des émotions. Moi, mon travail, c'est pas d'avoir des convictions et de mettre en œuvre le droit pour servir mes convictions. C'est pas non plus de me laisser déborder par mes émotions. Quand un médecin doit couper une jambe parce que c'est la seule façon de sauver son patient, j'imagine que ça lui fait pas rien. Moi, quand je poursuis quelqu'un au tribunal correctionnel, ou quand je fais condamner quelqu'un pour une partie importante de sa vie pour qu'il reste en détention parce qu'il est jugé pour un crime, bah forcément, ça me touche. Et puis, comme pour chacune et chacun d'entre vous, il y a des infractions qui nous touchent plus que d'autres. Moi, quand un enfant est victime, quelle que soit l'infraction dont il est victime, ça me touche plus. Parce que je pense que l'une des choses que doit faire la justice, c'est de protéger les plus faibles. Donc du coup, je suis toujours plus ému, touché, affecté par les infractions qui sont commises au préjudice des plus faibles. Madame Messaoudi, y a-t-il des valeurs que vous souhaitez transmettre? On ne choisit pas son métier par hasard, donc moi j'ai une certaine notion de l'importance de l'égalité. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, sachant que moi je suis juriste, mais je suis spécialisée en droit du travail. Donc le droit du travail et le droit de la santé au travail, le droit du travail, c'est s'assurer que les employeurs et les salariés respectent bien tout ce qui est code du travail, protection des travailleurs, les horaires de travail, tout ça. Et j'ai également une spécialité en droit de la santé au travail, donc avec pour objectif que d'éviter que les gens tombent malades du fait de leur travail. Ce qui fait qu'il y a cette notion d'équité et de respect des règles qui est importante dans mon activité, puisque les règles qui existent en droit du travail ou en droit de la santé sont là pour protéger les gens. C'est un élément qui est important pour moi, l'équité et le respect des règles existantes. Je m'appelle Even. Je fais partie des élèves qui ont travaillé sur ce podcast. Cette expérience a eu une importance particulière pour moi car je souhaite plus tard devenir avocate à l'international. Découvrir le monde de la justice de plus près m'a permis de mieux comprendre les responsabilités et les qualités nécessaires pour exercer ce métier. Je dirais qu'il faut surtout cultiver l'écoute, le sérieux, la capacité à défendre les autres et bien sûr, respecter les lois. Cette rencontre a renforcé mon envie de travailler dans le domaine du droit et de pouvoir un jour aider des personnes partout dans le monde à faire valoir leurs droits. Nous allons maintenant pouvoir conclure ce podcast. Nous pouvons retenir que le droit et la justice occupent une place essentielle dans notre société. Ils permettent de protéger les citoyens, de faire respecter les règles et de garantir les libertés de chacun. Même si la justice peut parfois sembler compliquée, elle est en réalité présente dans notre quotidien, à l'école, au travail, sur les réseaux sociaux ou encore dans nos relations avec les autres. Pour préparer ce podcast, nous avons eu la chance de rencontrer des professionnels passionnés par leur métier. Le procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe, Laurent Dumaine, nous a expliqué son rôle dans le fonctionnement de la justice. Nous avons compris qu'il représente la société et qu'il veille au respect de la loi. Il nous a aussi montré que la justice ne sert pas seulement à punir, mais également à protéger les victimes et à prévenir les injustices. Nous avons aussi échangé avec Samira Messaoudi, responsable juridique de la SMIS. Cette rencontre nous a permis de découvrir que le droit est présent dans de nombreux domaines, notamment dans le monde du travail. Son métier consiste à conseiller, accompagner et faire respecter les règles afin de protéger les droits des personnes.
Cela nous a montré que le droit ne se limite pas aux tribunaux, mais qu'il joue un rôle important dans la vie de tous les jours. Nous remercions sincèrement Monsieur Laurent Dumaine et Madame Samira Messaoudji d'avoir partagé leur expérience avec nous. Sans eux, ce podcast n'aurait pas été possible. Ce projet a permis à notre classe de changer notre regard sur la justice. Avant cette expérience, elle paraissait distante ou difficile à comprendre à certains d'entre nous. C'est encore le cas dans une certaine mesure, bien sûr, mais nous comprenons au moins que pour que la justice fonctionne, il est nécessaire d'y avoir une multitude de professions qui y sont liées. Nous espérons que cela t'a aidé si tu hésites encore dans tes choix d'études. Et enfin, si tu souhaites prolonger tes recherches sur le sujet, nous t'invitons à te rendre sur le site officiel de l'ONICEP, où tu pourras retrouver plus d'une centaine de fiches métiers liées au métier du droit et de la justice. Nous te remercions de nous avoir écoutés jusqu'au bout et nous t'invitons à regarder les autres épisodes de la série si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.